On est là un peu grâce à la pandémie, hein. On est les dommages collatéraux de la pandémie. Parce que maintenant, 11 Montréal va être en face de time, en face phone, comme dirait mon fils. C'est pas si mal. Frédéric Laure avec vous en compagnie de Vincent Détouche et Patrice Bernier. C'est un retour, messieurs, bonjour. Attends, je fais comme toi, attends. Bonjour, bienvenue à 11 Montréal. J'essaie d'être dynamique Je aussi suis parce qu'on est... animateur. Parce que, ouais, dorénavant, on est en vidéo aussi. Alors, si vous voulez nous joindre, si vous nous écoutez via une application de podcast, c'est disponible aussi sur une chaîne YouTube. Alors, vous pouvez voir nos faces et nos réactions pendant que vous écoutez le podcast aussi, ou peut-être, qui sait, le mettre sur votre téléviseur intelligent. Je vous conseille pas un trop grand écran quand même, parce que nos faces sont mieux consommées de façon mesurée, en quelque sorte. Non, mais êtes-vous comme ça aussi? Ça va être un problème, par contre, Vincent. Tu te dis, je vais faire comme toi. C'est les problèmes des réunions Zoom. Et c'est pas du narcissisme, hein. Je pense que c'est un manque de confiance. Qu'est-ce que vous regardez? Moi, je fais juste me regarder aussi pendant les réunions Zoom. On en a des réunions avec des entraîneurs, puis des fois, je me regarde, je fais comme, attends, tasse-toi, non, attends. Toi ici, c'est un... Ouais, j'avoue. C'est une maladie mentale. Est-ce que je suis centré? Est-ce que j'ai de l'air que je porte attention? Ouais. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que je fais autre chose aussi? L'inconfort que le COVID nous a apporté. T'as l'air d'un dieu grec. En fait, t'es un dieu grec, Vincent Détouche. C'était une imitation de ta posture, mais ok. Fait que tu te fais un compliment à toi-même, mais c'est correct. Bon, oui. Écoute, t'as raison d'imiter un peu une statue, de rendre hommage, mais ta cible est la mauvaise, celui à qui il faut rendre hommage. En fait, on lui a déjà rendu hommage quand même plusieurs fois. C'est une tête fromagée à plusieurs reprises, mais c'est M. Patrice Bernier, au mur de la renommée. Oui, merci. Ben, cette fois-ci, c'est un peu plus particulier, je veux dire. Les deux autres sont bien, là, Soccer Québec, Soccer Canada, mais je dirais que celle-là, elle a une touche plus intime. Et je la trouve... elle me touche encore plus parce que c'est vraiment là au Stade Saputo et le club dans lequel j'ai passé 9 ans de temps à jouer. Donc, il y a beaucoup plus d'historique, si on peut dire, avec ça. Donc, ça va être un grand moment. Donc, vraiment, j'étais surpris, là. Donc, je savais que peut-être ça allait arriver un moment donné, mais là, pour le 30e anniversaire, ça tombe bien. Ben oui, c'est samedi pour le 30e. Je pense qu'aussi, dans un chiffron, ça valait la peine aussi que le capitaine éternel. D'ailleurs, parce que capitaine éternel, c'est parti sur 11 Montréal, ça aussi, hein. On a une marque déposée. Ou du moins un droit d'auteur là-dessus, quand même. On est ton brand, Pat. Je présume que quelque part, Fred et toi et Vincent, vous avez apposé ce nom-là. Là. Je sais que Capi, bon, tout le monde appelle ça que ça, mais Capitaine Éternel, c'est venu, je pense, avec les nombreuses fois qu'on en a jasé. Là. Mais ouais, voilà, c'est étiqueté. Et puis, ouais, on va voir particulièrement samedi. On dirait que des dernières années, les choses arrivent vite, là. Entre récompensé pour carrière Soccer Canada, je retourne sur le terrain cette fois-ci pour le mur de la renommée. Mais c'est bien. Puis en plus, je m'appose avec de la bonne compagnie. Biello qui vient juste de rentrer, Sutton, Gervais Pizzolito. C'est bon être numéro 8, hein? C'est bien d'être numéro 8 pour être sur le mur de la renommée, j'ai l'impression. Il commence à en avoir pas mal, là, déjà. Ouais, ben là, je suis le deuxième. Et puis, je suis pas mal certain qu'il va... Ben, je présume qu'il y en aura un autre qui est légitime à pouvoir rentrer au mur de la renommée. Donc, c'est un numéro que le monde va regarder. Ben, attends, mais là, tout le monde a le numéro 8 ici dans ce club-là. Le prochain numéro 8. Attends, j'ai un blanc. C'est qui le prochain numéro 8 à rentrer? Il y a John Limiatis qui a porté le numéro 8, qui potentiellement, je crois, qu'il a des critères de sélection. Donc, comme ça, j'ai dit, là, il y a Gabriel, ça tombe avec moi, et après ça, 8. Puis le 8, ça a quand même été un chiffre porté par... tu sais, tous les clubs, je dirais, ont un numéro, ce que des joueurs ont porté plus particulièrement, qui ont marqué le club, et donc le 8 semble avoir été un numéro qui a été porté par plusieurs bons joueurs au CF Montréal. Et là-dedans, n'oublions pas, Georgi Mihailovic a porté le 8 aussi. Ben oui. Zafir Taider. Ils ont quand même bien paru sur le terrain. Donc, Zafir Taider, OK, ça quand tu regardes les statistiques et l'équipe, il a quand même bien fait. Même si, pour certains, ils n'ont pas nécessairement laissé des exploits comme Georgi l'a peut-être fait au plus, mais... Je veux que Daniel Lovitz, si jamais Taider est sur le mur de la renommée, si jamais Taider est sur le mur de la renommée, je veux que ce soit Daniel Lovitz qui fait son speech d'introduction. Vincent,
C'est juste que je suis content qu'on quoi les nomme règles les déjà, Miatis ça? assez tôt dans la conversation. Attends, je veux juste, pas parce qu'on parle de Georgie et John Saphir comme si tout le monde pouvait y aller. Tu peux rappeler les critères? Parce qu'il y en a quand même qu'il faut savoir respecter, là. Ouais, les critères, bon, déjà là, faut que ça fasse 5 ans et plus que tu n'es plus nécessairement au club ou donc tu n'es plus lié au club directement. Et il faut que tu aies été distingué individuellement ou collectivement avec le club. Et il faut que tu aies joué au moins 100 matchs et plus. Donc, tu sais, j'ai nommé les noms, c'est juste par rapport au numéro 8, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont Mais pouvoir être inclus Moi, sur la renommée un jour. l'autre j'ai chose, il faut que appris ton un premier truc. match, faut que ça fasse 15 ans aussi Exactement, que c'est tu ce as que joué. j'allais dire. Oui, ça, puis j'oublie, justement, c'est bien que vous le mentionnez. Il y a aussi, il faut que ça fait que 15 ans que tu as fait les débuts, je pense, dans les clubs. Donc, Parce qu'on parlait beaucoup l'an dernier, moi je disais que j'aurais bien aimé alterner notamment les générations et que peut-être Nacho, ça pourrait être son tour bientôt, mais en fait pas du tout. On va vraiment y aller dans une relative chronologie des choses. Nacho, c'est 2029 si on respecte ça. Ce qui est un peu. Mais moi, en fait, je vais revenir à tout ça, là, parce que ces critères-là, c'est bien d'en avoir des critères. Mais en même temps, ils sont un peu incongrus aussi. Mais est-ce qu'il faut adapter les critères à l'équipe, aux circonstances, ou il faut se donner des critères aussi qui font du sens sur la durée? Parce que là, moi, ce que j'ai peur, il y a 2, 3 choses, je vais vous le donner en vrac. J'ai peur qu'on oublie des Miatis puis des Patrick Diot, qui étaient, entre autres, dans le club des bâtisseurs qu'on a tassé puis qu'on a décidé de faire un reset avec tout ça. Piatti, pas honoré avant 2029, si on prend ces critères-là. Puis Divayo, Drogba, notamment, pas éligible. Puis mais il y a cette affaire-là aussi parce que je pense que Patrice, c'est intéressant parce que ça fait les deux générations aussi, où ça fait du moins l'impact USL, l'impact pré-MLS, puis l'impact MLS aussi en quelque sorte, ou le CF Montréal. Parce que si on continue à rajouter des Nick DeSantis, il y a des jeunes gens qui ne prendraient pas la mesure, puis l'effet que le mur de la renommée doit prendre aussi aurait pas cette patine-là extraordinaire aussi parce qu'il manquerait des gars comme Piatti, Drogba puis Divayo. J'ai l'impression non, qu'on peut être un peu en deux chaises, non, en ce moment? ouais, on en a parlé, tu sais, Divayo puis Didier, je pense que les autres, ben, je présume dans le futur, je ne peux pas parler pour le club, mais peut-être qu'il y aura une section, tu sais, joueurs internationaux. Parce que là-dedans, il y en a eu des joueurs qui ont marqué le club, même par le passé, qui ne viennent pas nécessairement d'ici, puis qui ne sont pas restés très longtemps, n'ont pas la grippe. Donc, c'est peut-être une autre facette qui pourra saluer des joueurs comme Divayo, comme ben, Didier, pourquoi pas à un certain degré, Alessandro Nesta. Et je retourne en arrière, tu as les Paulinho de ce monde dans les années 90, joueur brésilien qui est venu, qui a fait une super sélection. Moi, je suis d'accord que même si pour les générations modernes, certains noms, ils ne les connaissent pas, mais c'est pour ça aussi que tu soulignes ton historique. Parce qu'il y a des joueurs que tu connais moins. Puis tous les clubs qu'on regarde dans le monde, là, les Kenny Dalglish du Liverpool, il y a certains jeunes qui grandent, Kenny Dalglish, mais pourquoi le nom reste? Parce que le club le maintient ce nom-là à travers son historique et c'est des joueurs qui ont marqué. C'est comme ça que tu dis, ces joueurs-là, ont façonné, ont mis une pierre à l'édifice, certains peut-être un peu plus parce que, comme tu as dit, certains ont resté 10 ans et ont des marques comme 100 matchs et plus, et où Les on règles, elles gagne. peuvent évoluer aussi, hein. D'une, les règles peuvent évoluer, mais de deux, moi je pense que tu dis que tu es inquiet pour Patrick Diot, John Lignatis, alors que justement j'ai l'impression que les règles ont été faites pour qu'il soit honoré dans les premiers noms, pour pas être enterré derrière une demande populaire pour Piatti, pour Drogba, pour ci, pour ça. Parce que là, si tu restreins quand même le choix à travers, je pense qu'ils ont fait une structure un peu pyramidale là sur leurs contraintes pour qu'au début il y ait quelques choix qui deviennent assez évidents, qui peuvent pas être ceux vers qui tout le monde serait allé nécessairement là. Donc on est obligé, c'est pas plus mal, d'aller piger dans des plus vieilles générations de l'impact. Et il y en a qui se qualifient, il y en a pas non plus des dizaines. Donc moi, je suis pas tellement inquiet pour John Lignatis, par exemple. Je pense que son tour va venir plus rapidement que ce qu'on pense. Mais c'est vrai que ça peut être dommage. Moi, j'aurais aimé qu'on alterne les générations, mais ça, c'est subjectif. Mais je pense que les règles finiront par évoluer de toute façon. Est-ce que Drogba, je vais juste demander à Vincent parce que conflit d'intérêt pour Pat, Drogba fait-tu partie du mur de la renommée? Ben, tel qu'il est conçu présentement, non, on peut pas dire. Je Parce pense qu'il n'y pas a pas qu'il de titre. Il n'y a pas de titre, Drogba, hein? Il n'y a pas de titre, Non, il n'a Drogba, je pas de pense. titre, il se qualifie pas. En ce moment, il se qualifie pas. C'est pour ça que je dis que les règles ont peut-être évolué. C'est pour ça que Patrice mentionne peut-être une autre catégorie du mur de la renommée. Je pense qu'il Parce que, finira en par même temps,
c'est pense pas qu'il biaisé, finira c'est par qu'il n'a pas joué 100 matchs au club non plus. Non, mais c'est ça. Il est venu, Marco aussi, ils n'ont pas joué 100 matchs au club parce qu'ils viennent, ils sont là pendant 2 ans et demi. Il faut jouer. Regarde, là, je pense que c'est Victor Wanyama qui vient juste d'atteindre le plateau des 100 matchs. Et là, Victor, ça fait 2020, 2021, 2022, 2023. 4 saisons pour atteindre 100 matchs parce que tu ne joues pas 34 matchs par année régulièrement. Ou bien tu ne joues pas les 40 quelques matchs disponibles sur une saison. C'est Mais pour pour ça que les Didier, règles comme j'ai évoluent. dit, je pense, à un moment donné, moi, comment je vois, c'est souligner, peut-être c'est les joueurs désignés, la liste de joueurs désignés. Puis après ça, tu peux mettre ceux qui ont marqué non, parce que l'histoire d'une autre Bernardello est façon. là-dedans, puis ça, Jim Non, mais je veux Miley est dire, là-dedans. là-dedans, tu peux souligner les joueurs désignés qui ont eu un réel impact pour ton club. Parce Mais qu'on je sait pense que pas. Didier, Je, sa je suis présence. pas sûr. Je suis pas Pas sûr. Je d'accord. pense sincèrement, personnellement, que là, pour l'instant, les règles, elles sont faites pour honorer des historiques. Vraiment des pionniers, voire des bâtisseurs, chacun à leur manière, mais qu'arrivera un moment donné où, quand ils sont tous passés, ils sont tous au mur de la renommée, et qu'il faudra trouver des joueurs qui ont été importants entre les années 2015 et 2025. Il n'y en a pas 10 000 non plus. Fait que c'est là où peut-être peut y avoir un assouplissement, puis honorer des joueurs pour des raisons différentes. Ils n'auront pas contribué de la même manière que Patrice Bernier, que Mauro Biello, que Nick DeSantis, dont le tour doit venir aussi absolument à un moment donné. Donc, on verra. Donc, comme je dis, Ouais. joueurs étrangers. Parce que tu as Gene Arbor qui a marqué le but d'anthologie, qui a permis le premier titre du club. Donc, lui, il n'est pas resté longtemps. Paulinho, moi, je me rappelle, joueur brésilien était là. C'était à une époque, on se dit, joueur brésilien qui vient jouer à Montréal. Wow! Puis, il avait sa longue crinière. Vraiment plus un rockstar qu'un joueur de foot. Et puis, après ça, tu rentres les Marco Di Vaio, les Didier Drogba. Ouais. À certaines Mais époques. moi, je suis pas d'accord parce qu'en même temps, tu sais, Gene Arbor, oui, je pense pas que, tu sais, je pense que c'est un moment, mais à ce compte-là, Cameron Porter mériterait aussi d'être sur le mur de la renommée. J'aime ça qu'il y ait des critères, moi. J'aime ça qu'il y ait justement un top de pyramide. Mais je pense je rejoins Vincent. Pour moi, Marco Di Vaio devrait être sur le mur de la renommée pour notamment la saison qu'il a faite, sa deuxième saison avec 20 buts. Personne ne l'a fait. Il était en nomination au titre de joueur par excellence. Écoute, ça, c'est subjectif, mais il y a des critères qui passent au-dessous. Un gars comme Assun Camara devrait l'être aussi. Nick. Bref, il y en a plein. John Demiadis, Patrick Diop, mais bon. Si je peux faire un peu de millage sur ce que tu dis, c'est On qu'une finit fois là-dessus, que ouais. tous ceux-là seront passés, parce que ça reste des noms. Oui, je pense que Di Vaio va y aller, Drogba va y aller. Ce que je dis, c'est qu'il va arriver à un moment donné où on va se dire, OK, mais qui maintenant? Et par exemple, quelqu'un comme, là, ça va vous paraître peut-être incongru, mais la question va finir par se poser. Un gars comme Romel Kyoto, est-ce qu'il sera sur le mur de la renommée? Il va arriver un moment, dans 10-15 ans, où il faudra savoir honorer des joueurs de cette période-là. Et ce que je dis, c'est qu'il n'y en a pas tant. Donc, il faudra peut-être que certaines règles évoluent, voire que nos standards ou notre perception de ce qu'est le mur de la renommée évolue. Parce que Kyoto, 3 années meilleur buteur, il a les titres, il a les matchs, il aura été le joueur par excellence plus d'une fois. À un moment donné, la question va finir se poser, alors qu'aujourd'hui, on se dit, attends, Kyoto, Bernier, c'est pas du tout, on parle pas de la même chose. Mais voilà, le temps passe. Voilà, on verra. le seul qui est Moi, unanime, je suis c'est... d'accord avec une chose, c'est les 100 matchs, ça dit aussi la longévité au club. Parce qu'il y a des marques là, je sais par Marc Divao, parce qu'il y a des joueurs qu'on parle, c'est surtout parce que leur légende, avant d'arriver au club, est aussi forte. Et quand ils sont arrivés, ils ont fait un compact des deux. Et après ça, ben, c'est comme Rommel, ça va faire lui aussi 4 ans qu'il est là, mais il n'a pas les 100 matchs encore, si je me rappelle bien. Il y a Rudy qui vient juste d'atteindre les 10 000 minutes et plus. Et il y a certains comme Sam, clairement, il les 100 matchs, il les atteint, il va dépasser les matchs de MLS de tout le monde. Il y a juste. Puis j'aimerais rectifier. On dit qu'il est numéro 1, mais c'est Evan Bush, le numéro 1, juste pour vous dire. On a dit qu'il a dépassé Nacho Piatti, mais c'est Evan Bush qui a le plus de matchs en MLS. Mais pour pas en parler, Sam va rentrer dans cette catégorie s'il est toujours là. Je présume qu'il va être là. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un truc culturel aussi dans tout ça. C'est-à-dire, si dans la trame narrative, si ça a marqué les cœurs en partie. Il y a peut-être... Parce que les critères de 100 matchs aussi, il y en a plein qui peuvent y arriver. Rudy Camacho... Non, mais moi, je dis, il y a tous les autres critères, là, mais le 100 matchs, c'en est un que... tu soulignes, puis comme je dis, à un moment donné, peut-être, il faut alléger les critères pour marquer les esprits de ceux qui ont marqué cette génération qui s'en vient, ou la décennie, la nouvelle décennie, parce que comme tu dis, on va arriver à 40 ans du club, 50 ans du club, et tu vas voir souligner des joueurs qui ont passé la période 2015 et plus, ou 2020 et plus, et compagnie.
Ouais, et Piatti, je sais pas si c'est 2029 qu'il faut vraiment attendre aussi pour l'honorer. Mais bon. OK, on va passer à autre chose parce est-ce qu'on est au début de l'ère du Losada Ball aussi? Je dis ça parce qu'il y a vraiment un sentiment, je regardais, entre autres, sur Twitter. Oh, Vincent qui est pas sûr. C'est parce que moi, je me suis fait engueuler par Reg sur le podcast du Cannes Football Club quand j'ai dit l'Osada Ball. Fait que je sais pas si on a le droit de le dire ou pas. Fait que, ouais. Ben oui, c'est un peu plus, moi, pour être franc, les 2 derniers matchs, ça a l'air plus de son équipe maintenant que c'était il y a quelques semaines où on se posait la question, c'est quoi l'identité de cette équipe? Comment elle joue? C'est pas clair, ça touche à lui, elle vient où là-dedans? On voit que les joueurs sont réticents parce qu'ils sont conditionnés du passé. Mais là, maintenant, je trouve que les 2 matchs, on a vu des choses que, fort probablement, ils ont mis en pratique, mais ils n'arrivaient pas à le mettre en application en match. Les 2 derniers matchs, surtout, mais on le sait, là, le but de Duke à Spolkency, je crois que ça, c'est une marque de ce qu'on devrait s'attendre de type d'équipe que l'Osada a eu. Et c'est des buts que moi, j'ai vus quand il était à DC se produire, ce type de mouvement-là. Là, pour moi, oui, les 2 derniers matchs, on voit plus que là, on voit la touche, la sauce l'Osada sur cette équipe. OK, contre-argument. Parce que oui, ça va mieux. Puis oui, déjà, on sent que on est dans le style plus que Hernan Losada veut. OK? Mais en même temps, c'était contre Sporting Kansas City. Écoute, oui, mais la possession, tu sais, 62%, 38% de possession. Quand King va devoir faire quelque chose avec le ballon, de quoi ça va avoir l'air, le Losada Ball? Mais Losada Ball, là, soyons... Non, mais Losada Ball... Non, mais justement, Losada Ball, là, pour être clair, là, je l'avais mentionné, à DC, Losada, ses équipes, là, c'était les moins bons en possession. Là. C'est ceux qui avaient le moins de pourcentage de possession. Cette équipe-là a déjà moins de pourcentage de possession que celle des 2 dernières années. Mais c'est pas à cause que Sporting Kansas City qui était bon. Là, c'est moi le but. Tu sais, on en parlait beaucoup là, nous-mêmes. Au fort, il est tout seul. Il est tout seul. Là, on a vu des séquences où ce que tu vois, là, les gars qui font les courses, que ça va, c'est un peu plus vertical. Pas juste dans le ballon balancé en avant, mais dans les courses vers le but, dans la projection alentour du but. Là, je trouve que au début, j'étais comme, je ne sais pas s'ils s'entraînent ou c'est pas clair, le coach ce qu'il demande, ils sont pas capables de l'appliquer. Et là, on le voit être appliqué. Maintenant, c'est vrai, il faut que tu battes Sporting Kansas City. Moi, je vois est-ce que c'est efficace contre d'autres équipes. C'est pas nécessairement parce que Sporting Kansas City sont moins bons ou pas. Moi, c'est juste dire, est-ce qu'on va le revoir régulièrement, comme on l'a vu un peu dans les 2 derniers matchs. Ouais. Vincent, là-dessus, est-ce que ça va être efficace contre Orlando si Orlando décide de laisser le ballon? Mais oui, puis le contre ça, enfin bref, il y a pas de recette secrète et magique là, il n'y a pas un style qui fait que tu vas gagner contre toutes les équipes là, c'est utopique d'avoir ce genre de conversation. Ce que je veux dire, c'est que peu importe que ce soit Kansas City, ou que ce soit DC ou Orlando ou Galaxy, ce qu'on a vu, c'est l'émergence d'un style lors des 2 derniers matchs. Puis c'est ça la discussion, parce que c'était ça la discussion pendant les premiers matchs également, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement. Puis est-ce qu'ils l'achètent cette philosophie-là, parce que moi, je le redis, entre ce que je voyais à l'entraînement qui était travaillé et ce que je voyais en match, il y avait un monde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi c'est différent? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs, et en particulier des joueurs vétérans, pour qu'ils déjouent le jour du match où ils n'appliquent pas les consignes? Maintenant, on peut remettre de l'avant aussi la transaction qui est effectuée. Est-ce que avec Duke notamment, qui semble aussi mieux faire jouer certaines personnes autour de lui. Je pense que Sean Rea, il est dans un poste qui lui convient peut-être un peu mieux avec un Duke qui prend plus de place autour de lui, avec un Mathieu Chouanière qui est dans une chaise qui lui convient mieux, qui est le meilleur binôme pour Wanyama, puis on verra pour la suite. On voit qu'il y a un trio qui se forme. Moi, j'ai été très intéressé la semaine dernière, après l'entraînement de jeudi, de voir Losada prendre Rea, Chouanière, Duke, chacun assis sur un ballon. Ils étaient en cercle. Et ils ont discuté un bon 10 minutes entre eux, là, entre un ancien numéro 10 qui est le coach, puis les autres joueurs créatifs. Et tu vois qu'il y a les prémices de quelque chose d'intéressant. Il y a aussi une connexion peut-être un peu plus personnelle. Je vois beaucoup Duke et Rea ensemble, parler ensemble, marcher ensemble. Ça, c'est important pour bâtir cette chimie-là. Alors, il y a des choses. Moi, ce que j'ai vu contre les Red Bulls, c'était les prémices de certaines sorties de balles et d'actions de jeu qu'on veut mettre en place. Là, on est allé une coche plus loin contre Kansas City. Peut-être que l'opposition le permettait, mais peu importe. On s'affirme en tant que style. Clairement, on voit ce qu'ils veulent faire et on voit que ça peut fonctionner. Ce que j'avais vu contre les Red Bulls, principalement moi, c'était l'implication, l'engagement et des joueurs qui comprennent
et croient peut-être un peu plus qu'ils peuvent gagner avec cette méthode-là. Après, c'est les victoires, c'est la confiance qui s'amène avec ça, c'est les sourires, c'est un vestiaire qui s'unit davantage. Et oui, ça peut fonctionner contre Orlando. Surtout qu'Orlando, c'est une équipe que quand tu regardes les 2 derniers matchs qu'ils ont gagnés sur la route, les 2 fois, c'était contre Minnesota et l'autre, j'ai oublié, mais les 2 dernières fois, ils avaient beaucoup de possession, plus de possession. Fait que c'est probablement ce que Losada veut, parce qu'il l'a dit lui-même, l'an dernier contre Wilfried Nancy et tout, puis c'était pareil les années d'avant, c'est des équipes qui viennent, qui un bloc bas, compact et qui essaient de contrer. C'est probablement pas ce qu'Orlando voudra faire, parce que ça n'a pas été la clé de leur succès lors des derniers matchs. Donc tant mieux pour Montréal et ce style-là qui pourra se mettre plus en valeur face à ce type d'opposition. OK, c'est le début de peut-être du Losada Ball. Est-ce que c'est le début de l'ère aussi Jonathan Sirois? Parce que 2 choses. Je veux que vous répondiez à ça. Moi, je pense que Sirois a le numéro 1 présentement. Pantemis, je pense, j'ai pas l'impression qu'il va être remis dans le bain quand il sera remis complètement. Et la question est de savoir en ce moment, est-ce que Sirois, avec quoi on travaille? Parce que c'est vrai que tu parais bien quand tu reçois beaucoup de lancers aussi, parce que tu peux faire des arrêts, ce qu'il a fait. C'est un shot stopper, mais comme l'était et comme le sont plusieurs, des gars comme Evan Bush, comme le sont d'autres gardiens de but, qui ont pas nécessairement fait le bonheur de certains entraîneurs. Qu'est-ce qu'il est, Sirois, en fait? Il est mobile, on le voit. Il intervient beaucoup autour de sa surface. Hein. On n'en a pas beaucoup parlé, mais quand même, c'est un shot stopper. On sent qu'il y a du leadership aussi. Même à 21 ans seulement, il a du leadership. Qu'est-ce qu'il vaut balle au pied? Parce qu'il est peut-être pas meilleur que Pantemis, balle au pied, mais il n'est pas si mal. Non, je pense que Pantemis est meilleur que lui, balle au pied. Alors, si on prenait le système l'an dernier de Wilfried Nancy, on est dans un autre paradigme en ce moment. Mais si c'était Wilfried Nancy, ça serait à choisir entre les deux. Pantemis aurait peut-être une longueur d'avance parce que c'est un meilleur joueur à balle au pied. Ballon aérien, qu'est-ce qu'il vaut aussi? Qu'est-ce qu'il vaut dans les ballons aériens? Bref, votre réflexion par rapport, on va commencer par Pat. Réflexion par rapport à Jonathan Sirois. Est-ce que c'est lui le numéro 1 maintenant, incontesté? Ben, incontesté, je peux pas dire incontesté, mais je dirais comme je l'ai déjà mis en prémisse, c'est vous êtes l'entraîneur, vous êtes arrivé dans le club. On vous a dit, voici le numéro 1 et voici le gardien de but qui s'en vient, qui est jeune. Tu connaissais pas plus le numéro 1 parce que soyons honnêtes, en 2021, James Pantemis n'était pas le numéro 1 clair. Donc, lui, Losada, il peut pas dire, ah oui, je connais James Pantemis, ça fait 1 an, il était dominant, je le connais. Il se blesse. Jonathan Sirois arrive, puis il l'a dit lui-même, je ne le connais pas vraiment plus que ça, j'apprends à le connaître à travers l'entraînement. Mais il répond assez présent dès le départ. Puis, tu dis, oui, il fait face à des tirs, là, il en fait face un peu moins. Puis, il y a des matchs, rappelons Austin, c'est 0-0, mais il fait 2-3 arrêts clés, qui fait que le match finit juste 1-0 pour Austin, mais ça aurait pu finir 2 ou 3. Chaque match, il est présent sur sa ligne, il est agressif. Il est rassurant pour les défenseurs. Il est peut-être pas grand, mais dans la surface, il sort. On se disait, on parlait de ça quelquefois, gardien de but, je préfère mieux un gardien de but, peu importe qu'il est grand ou pas, qui sort, mais qui s'investit puis qui démontre que dans la surface, je vais peut-être pas gagner le ballon, mais je sors puis je vais m'imposer. Et donc, ça dit au gardien de but que des fois, t'es défenseur sur situation. Sur les pieds, là, il faut savoir qu'est-ce que James Pantemis est meilleur que Jonathan Sirois? Est-ce que c'est votre prise de balle? Est-ce que c'est la longueur de ses passes? Parce que James a peut-être une portée plus loin, parce que lui, il peut quasiment te faire une passe précise 3/4 du terrain, là, James. Il a cette qualité que je pense que Jonathan n'a pas. Là, est-ce que c'est faire le choix avec le ballon quand tu l'as? Parce que là, dernièrement, Jonathan a peut-être fait des mauvaises passes, mais c'est rare qu'il fait un mauvais choix. Il fait des mauvaises passes, mais des mauvais choix, c'est une autre chose. Mauvaise exécution, mais une bonne. Oui, c'est comme. Il y a des passes, je vois l'idée. C'est juste James, sa passe, elle est plus ferme. Quand il la passe, elle part. C'est plus, je veux pas dire naturel, mais tu sens que lui, il se pose pas trop de questions quand il doit mettre une passe, James. À ce niveau-là, tu vois, mais Jonathan, il est pas plus pire, comme si on dit, je veux pas dire plus pire, il est adéquat et même qu'il peut peut-être encore faire mieux. Puis je connais Jonathan Sirois du U17. C'est grandement une amélioration parce qu'on lui demandait pas de jouer trop avec le ballon parce que l'équipe avait toujours le ballon chez les jeunes. Mais là, pour revenir à Losada, ben là, ça fait comme 8 semaines que toi, tu vois un gardien de but prendre sa place. Et l'autre revient et tu te dis, ben là, les choses vont bien,
il y a des habitudes qui se forment en arrière. Est-ce que je donne tout de suite automatiquement à James Pantemis la place? Moi, je me dis, présentement, non. Mais à cause qu'il va avoir le championnat canadien, je peux donner à James des possibilités de revenir et de voir, lui, comment il se comporte avec l'équipe et tranquillement céder le bâton, je veux dire. Mais présentement, je suis Ernest Losada. Je connais beaucoup plus Jonathan Sirois que je connais James Pantemis et je conserve Jonathan Sirois dans les buts. Ça n'aurait pas même été incongru qu'il soit dans l'équipe de la semaine de la MLS. Moi, je pense Sirois après son match contre Casey. Il faut dire que Takaoka, puis c'est qui l'autre? C'est deux gars qui ont arrêté des pénaltys qui sont dans l'équipe de la semaine. Ça flash, mais quand même, Sirois était bon encore contre Kansas City. Puis bon moment. Le temps nous presse, Vincent. Je veux juste t'entendre. Peut-être, je m'étais mis Herrera. Parce que tu l'as souligné beaucoup dans le reportage qu'on a fait à Kansas City. Puis moi, dans cette idée-là que au début, on se demande de ça d'abord, est-ce qu'on a des piliers, est-ce qu'on a une structure, est-ce que c'est vraiment le début d'un certain succès ou du moins d'un certain plancher pour cette équipe-là? Herrera, à mon avis, incarne ça. Il est bon, il est aussi bon, à mon avis, que Johnston, et on le voit et on l'a vu particulièrement à Kansas City. Je suis pas sûr qu'il soit aussi bon que Johnston, pour être très honnête, mais il est bon pour la MLS et pour le CF Montréal. Il peut être aussi utile dans certaines phases de jeu. Moi, je pense que je préfère Johnston comme joueur, mais si j'avais à choisir. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que contre Kansas City, on l'a vu vraiment aller au bout de ses actions, puis continuer, quitte à complètement dézonner, quitte à s'insérer au milieu de terrain, à être en position numéro 9, à faire l'appel, à faire le relais sur le premier but. Ça, je trouve ça intéressant parce que dans le système qui est pratiqué, il faut quand même que là c'est un petit peu mieux avec Rea puis avec Duke, mais il faut que les attaquants soient accompagnés. Il faut qu'il y ait des courses secondaires, il faut que tu sois présent sur les deuxièmes ballons, il faut créer quand même certaines supériorités. Puis ça manquait énormément. Wanyama, ce sera pas ce type de défenseur-là, de milieu-là. Puis j'ai bien aimé justement contre les Red Bulls de le voir un peu plus prudent, plus proche de la défense, parce que comme la défense montréalaise est très souvent attaquée, même s'il dégage, il faut que tu sois présent sur les deuxièmes ballons. Et lui, je pense qu'il peut maintenir la défense plus hermétique, mais tu as besoin de quelqu'un qui a plus de volume. C'est pour ça que j'aimais bien Chouanière et Wanyama. Mais là, tu as Herrera qui arrive en plus. Tu as Herrera qui combine bien avec Duke. Tu as Herrera qui a un volume de course énorme et qui, en plus, visiblement, dans le dépassement de fonction, il le fait avec joie et il fait une grande différence. Et que là, je me dis, d'accord, lui, c'est pour le coup un joueur étiqueté Losada Ball, si tu veux dire, si on peut dire, parce qu'il va déséquilibrer l'équipe adverse, son équipe également. Puis ça, faudra savoir être bon en couverture. Puis il faudra accepter parfois qu'il y ait quelques buts qui soient encaissés à cause peut-être de certains de ses mouvements. Mais sa progression est pas étrangère, je pense aussi, à la transaction et au remodelage de l'équipe qu'on voit dernièrement. Et effectivement, il correspond parfaitement à l'idée de ce que veut faire Losada, je pense. Et moi, je reviens juste sur la prémisse. C'est sûr que c'est pas le bon moment pour avoir cette discussion-là. Et je suis peut-être du mauvais côté. Mais si j'ai à choisir entre Johnston ou Herrera, c'est pas 4,30 sous pour une pièce, mais Herrera est vraiment pas loin, à mon avis, derrière Johnston. Ça, mais on parle de quoi, là? On parle de qualité de joueurs en général, de qualité de joueurs en général. Et c'est différent parce que je dirais que Johnston, à mon avis, j'aurais pu le mettre au milieu de terrain, puis il aurait été bon. Et je trouve qu'il est plus polyvalent parce que son QI football lui permet de jouer un peu partout sur le terrain. Tandis qu'Herrera, il a peut-être plus de volume que Johnston, c'est-à-dire il est plus explosif et puissant, et peut-être dans sa qualité de centre, même là, je dirais, ça varie, mais moi, de la façon que je vois les choses, un Johnston, et comme je t'ai dit, on aurait pu le mettre milieu offensif, milieu défensif dans l'axe. Il paraît pas fou. Tandis qu'Herrera, on l'a vu, défenseur central, ça semble pas lui coller. Lui, il est vraiment... Attends une minute, là, c'est des circonstances où t'as en partie raison, puis je pense que c'est pas un défenseur central, mais en même temps, dans des circonstances où l'équipe prenait l'eau aussi. Tout le monde a été mauvais. Kamal Miller, là, regarde les commentaires à propos de Kamal Miller, tout le monde dit qu'il est incapable. Écoute, depuis 1 an qu'il est incapable. C'était un bon défenseur. Non, moi, je parle même pas par rapport à la défense. Moi, ce que j'ai vu, il fait des choses en défense centrale. Ouais. Puis même comme latéral droit, que je vois qu'en défense centrale, il est plus exposé. Ouais. Quand il est à droite, il n'est pas dans le trou. Non, c'est un latéral. Moi, je suis d'accord, mais en ce sens-là. OK. Hey, Pat, moi, je veux que tu répondes à ma question par oui ou non. À peu près, je vais prendre 3 minutes pour parler d'Orlando qui s'en vient à Montréal en fin de semaine. Oscar Pareja, l'entraîneur le plus surévalué de la MLS. Parce que, il a 2 choses, OK?
De l'extérieur, quand une équipe, et puis Vincent, tu vas dire que je suis un peu rengaine, mais une équipe qui est Dr. Jekyll et Mr. Hyde comme est Orlando depuis 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'à un moment, tu regardes, puis tu as l'impression que c'est le Real Madrid. La journée d'après, tu regardes, puis tu te dis, voyons, il n'y a rien dans cette équipe-là, c'est une catastrophe. Le fait qu'il y ait des fluctuations comme ça de performance, ça me parle, à mon avis, en tant qu'analyste, puis en tant qu'amateur, ça me parle de la qualité du coaching. Puis l'autre chose, encore une fois, dans l'entre-saison, c'est une équipe qui le connaît, hein. C'est une équipe qui a une fondation aussi. New York avait une fondation, Philadelphie avait une fondation, puis on bâtit là-dessus. Orlando, avec sa fondation, on réussit pas à bâtir, j'ai l'impression. C'est eux on a décrété que c'était la meilleure entre-saison. Ils sont allés chercher un autre joueur désigné. Ils ont 10 buts en 9 matchs présentement. Ils sont 12e au niveau des buts projetés. Défensivement, c'est pas nécessairement top, même si c'est pas si mal. Leur meilleur marqueur, c'est Duncan McGuire, un gars du Super Draft, alors qu'ils ont 3 joueurs désignés. Pour tout ça, là, pour l'ensemble de neuf, je me dis, il y a quelqu'un qui fait pas marcher. Il y a un pilote dans cet auto-là qui a fait pas marcher comme ça devrait marcher à Orlando. Oui ou non? Ben, si tu parles l'historique, il a bien fait marcher. Il ne faisait pas les séries avant. Puis là, depuis qu'il est là, ils sont régulièrement une équipe qui se présente en éliminatoire. Donc, il a mis quelque chose de bien en place. Là, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont une équipe quand ils sont à domicile. Ça a toujours été une équipe qui gagne bien. Puis sur la route, ils ont eu un peu de difficulté. Là, présentement, ils sont la meilleure équipe sur la route dans l'Est, avec 2 victoires puis un match nul. Et ils ont quand même fait des ajustements cette année. Là, on n'a plus Rouen, on a Holiday. Ça a l'air de bien aller. En tout cas, il apporte un peu les mêmes choses que Rouen. On pensait que ça allait. Il a été bon au dernier match, Holiday. C'est vrai qu'ils ont dépensé de l'argent. Facundo Torres, on s'attendait peut-être qu'il casse la baraque, qu'il soit le prochain Carlos Gil, puis peut-être ça va prendre un peu plus de temps. Mais cette année, moi, je ne les plaçais pas en haut du classement, comme certains disent, ah ouais, ils ont évolué. Peut-être parce qu'Oscar Pareja est là, puis il dépense un peu plus. Puis dans cette ligue, on aime bien aller avec des équipes qui splash de cash. Là, on dit, ah ouais, les autres, ils vont vraiment être bons. Mais je suis curieux parce que cette année, du début de saison, là, ils voyagent mieux que d'habitude. Mais c'est pas clair encore. Moi, je pense qu'Oscar Pareja, c'est pragmatique. Il met les pièces, il n'a pas nécessairement une identité de jeu, il a une défensive assez robuste, solide. Et il espère que les joueurs, ils connectent ensemble puis que ça fasse la différence. Moi, tu regardes le 11. Vincent, je t'ai vu aussi hocher de la tête. Tu regardes le 11. Cette équipe-là est meilleure, à mon avis, que ce qu'elle offre aussi. Pat, t'as beau parler de série, là. La prémisse, c'est fausse, dans le sens que tu dis, ils ont 3 joueurs désignés, c'est Maguire le meilleur buteur. Premièrement, Cara, il vient de revenir. Il peut pas marquer s'il joue pas et s'il est blessé. Enfin, ça, c'est l'évidence. Après, c'est de dire que je trouve ça surévalué, c'est intéressant parce que c'est une autre question. Mais je veux dire, Orlando n'avait jamais fait les séries éliminatoires avant que Pareja arrive. Il arrive, ils font les séries 3 années d'affilée, ils remportent leur premier trophée l'an dernier, c'est US Open Cup. Je trouve ça un peu dur de le démonter. Il a quand même fait du bon travail. Et en l'occurrence, j'ai déjà dit aussi récemment, mais ça fait pareil, 3-4 ans que j'entends qu'Orlando, ça va péter dans le vestiaire. Ça pète pas. Probablement que c'est un peu à cause de lui si ça doit péter, mais qu'en même temps, il arrive aussi à être un plombier pour faire en sorte que ça pète pas. Donc, il n'est pas inintéressant en soi. Et Orlando a trouvé une stabilité et puis des façons de gagner avec lui qu'ils avaient jamais trouvées avant. Et là, eux aussi, ils ont eu des blessures. Cara vient de revenir, Cara vient de marquer. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est toujours une histoire de perception. Tu sais, tu dis Maguire peut pas être le meilleur buteur, mais en même temps, sous d'autres auspices, on pourrait dire que un entraîneur qui parvient à prendre un joueur qui est un bon prospect, mais à en faire un joueur qui devient le meilleur buteur de son équipe, parce que c'est pas un bon entraîneur. Quelqu'un qui arrive à développer ses espoirs et puis à en faire des bons joueurs, probablement que oui. Fait que c'est juste de la perception, tout ça. Mais Orlando a trouvé de la stabilité avec lui, ça c'est un fait. OK. Puis, à la question, est-ce qu'Orlando devrait mieux faire? Non? Ils font assez bien? Moi, je suis pas fan, honnêtement, de leur équipe. Il y a des bons joueurs, mais j'ai jamais été fan dans les dernières années. C'est une équipe MLS, c'est une équipe sur laquelle tu peux pas vraiment compter. Enfin, il y a 2 ans, ils avaient tellement une bonne défense que tu pouvais compter sur Orlando. Tu savais que ils allaient gagner les matchs. Mais moi, c'est pas une équipe c'est comme Portland, ce genre d'équipe, tu sais pas. Je le sais pas. Fait que je te rejoins sur l'inconstance. En même temps, il y a les 2 tiers des équipes MLS, je pourrais dire ça. Fait que oui, dans une option élitiste, ça pourrait être mieux. Mais en MLS, ça l'est rarement. Après, je veux juste dire que depuis le début de l'année, ils ont des blessures et il y a ce changement de système, je suis pas trop sûr, mais je pense que ça vise justement à retrouver un peu plus d'hermétisme défensivement, ce qui est une bonne idée de sa part parce que l'an dernier, c'était catastrophique. Et or, c'est grosso modo la même défense.
Mais je suis pas sûr que la défense à 3 ce soit la meilleure chose pour eux. Et ce sera probablement plus un changement de personnel, mais bon, Et ça c'est une autre question. logiquement, je pense, si tu dis Oscar Pereira, parce que quand il était à Dallas, l'équipe était souvent les premières places dans l'Ouest. Et dans l'Est, ben, il n'est pas là. Ça, si tu veux dire à ce niveau-là, mais je dirais pas qu'il n'a pas bien fait parce qu'il atteint des nouveaux sommets qu'Orlando n'avait pas avant. Et que pour moi, ils sont 6, 7, 8e. Ils rentrent dans cette conversation d'équipe que tu sais pas, ils peuvent bien faire, puis faire les séries, puis ils sont pas dans le top 4 que tu dirais que style de jeu et dépenses te place comme équipe qui va régulièrement gagner. Ça, je peux pas dire qu'Orlando, c'est une équipe que quand tu vas, je les mets contre n'importe équipe. Il y a des équipes, tu peux les mettre contre n'importe équipe, ils sont favoris du match. Orlando, je peux pas les mettre comme favoris du match. OK. Mais dans les meilleurs moments, moi, puis c'est vraiment un bon point de vue par rapport à une équipe typique pur jeu MLS. Mais je vois pas à Portland, dans ce que j'ai vu au test de l'œil, cette fluctuation-là que je peux voir chez Orlando. Parce que Orlando, tu montes très haut puis tu descends très, très bas aussi. Puis c'est ça, moi, c'est ça qui est ma pièce à conviction. Portland, ça va pas bien. Hein? T'as vu les résultats de Portland? Non, mais Portland, mais pas ce Portland de cette année, mettons. Parce que de toute façon, okay, je vous l'ai dit, Portland, cette année, c'est. Mais eux aussi, ils ont beaucoup de blessés. C'est incroyable, les blessures. C'est fascinant. Il se passe un truc. On parlait à Montréal, les blessures en début d'année, mais Portland. Orlando, c'est une catastrophe. Ils ont perdu mon joueur préféré, Eric Williamson, qui est blessé pour. Ah, mais ils en ont perdu un autre, là, encore, qui s'est blessé. Là, tout le monde dit, le turf. Mais c'est les blessures. Il y a des blessures sur le turf et des blessures sur le gazon. OK, on va faire une pause. On va faire une première pause dans ce 11 Montréal. Merci de nous suivre. Merci de revenir aussi à notre compagnie. On va revenir techniquement tous les jeudis. On va enregistrer les jeudis, puis on va publier les jeudis après-midi dans le but de vous lancer aussi vers le week-end de MLS. Il y en a un qui s'en vient ce week-end-ci aussi, Montréal, Orlando. Il y a plusieurs autres matchs qu'on va suivre. Mais on va s'intéresser à l'expansion aussi du circuit Garber. Jusqu'à quel point on peut aller plus loin et plus haut aussi pour cette ligue-là. On verra dans quelques instants. On est de retour sur 11 Montréal, le retour de l'enfant prodigue et prodige. Des fois, les gens se mélangent, prodigue et prodige. On fait les deux ici. On couvre tous les départements à 11 Montréal. Frédéric Laure, en compagnie de Vincent Détouche et Patrice Bernier. Ce que ESPN cette semaine nous apprenait, c'est que la 30e équipe de MLS qui devrait du moins être annoncée cette saison. C'est le vœu pieux du commissaire Don Garber. C'est pas Las Vegas. C'est pas Sacramento qui est dans l'antichambre de la MLS depuis Mathusalem. C'est San Diego qui serait la prochaine ville, la 30e ville à remplir pour le circuit Garber. Vincent, maintenant on te connaît un peu plus. T'es historien du soccer, best-seller New York Times aussi avec ton livre. Mais t'es aussi un alumni, on dit ça de même, un alumni de San Diego State. C'est un lettré, notre Vincent. San Diego, c'est cool comme ville. Parle-nous de San Diego, puis pourquoi ça serait une bonne ville pour la MLS? Mais c'est intéressant quand même qu'ils aient du momentum. Je pense qu'ils ont le momentum aussi parce que Las Vegas l'a perdu à cause des questions de stade, si j'ai bien compris. Mais je pense qu'une bonne partie de l'équation se joue là-dedans. Après, je pense que la MLS se dit que Las Vegas, quoi qu'il arrive, à un moment donné, que ce soit maintenant ou que ce soit les prochaines années, Las Vegas, ce sera dans la poche, puis ça devient un marché incontournable pour la Ligue. Je pense qu'on peut se donner du temps pour Vegas, alors que là, si San Diego a du momentum, faut y aller, surtout que je pense que c'est vraiment aligné avec la stratégie des dernières années. Cet accent avec le rapprochement avec la Liga MX, le Mexique. San Diego, c'est littéralement à la frontière du Mexique. Et moi, j'étais underage quand j'étais à SDSU, je pouvais pas aller dans les bars en Californie. Qu'est-ce que j'allais au Mexique. C'était juste là. C'est là où je sortais, concrètement. Donc ça, de ce point de vue-là, je pense que ça peut être intéressant pour le rapprochement avec le public, susciter l'intérêt à la frontière mexicaine et au-delà, sachant qu'on s'est éloigné de certaines initiatives comme le match des étoiles contre les étoiles de la Liga MX. C'est pas plus mal comme ça, mais il y a la Leagues Cup qui arrive, mais il faut quand même continuer dans cette directive politique, parce que c'est éminemment politique de la part de la MLS. Fait que je trouve ça super intéressant de ce point de vue-là, puis je trouve que c'est en ligne avec la vision de la Ligue. OK, Pat, je vais t'entendre parce que j'ai vu ça passer sur mon fil Twitter. Et c'est pas une mauvaise réflexion, il faut pas la mettre de côté.
On dit que 30 ou 32 équipes parce que Don Garber est encore ouvert. Puis je pense que 32, c'est peut-être le chiffre intéressant au niveau compétition sportive ou du moins au niveau symétrie en MLS. Ça, c'est un. Est-ce que c'est trop? Est-ce que ça dilue le talent? Parce que je pense que le marché, si tu prends 32 sur l'ensemble du continent, du moins États-Unis, Canada, si tu compares à Londres, si tu compares à des marchés plus rapprochés, plus denses, on est capable d'avoir 32 concessions. On le voit dans les autres ligues. Au football, on le voit au hockey, et ainsi de suite. Mais est-ce que ça va diluer le talent? Puis ça, est-ce que ça pourrait être un enjeu en ce moment pour la Ligue? Mais diluer le talent, tu sais, avant, quand j'ai entendu les équipes, c'est la première chose que j'ai pensé. Mais tu sais, le foot, le soccer, c'est pas un marché fermé comme la Ligue nationale, la MLB. Tu sais, c'est tout concentré dans tu sais, je veux dire, un monde qui est en Amérique du Nord, aux États-Unis en majorité. Le foot, c'est mondial. C'est-à-dire des talents, il y en a partout. Ça va juste ouvrir une autre porte pour d'autres talents d'arriver. Et là, je dirais que est-ce que ça va diluer le talent? Non. Moi, mon inquiétude là-dedans, mon inquiétude. Je dirais que si j'étais joueur, ou même partisan, c'est que tu ne vas pas avoir toutes les équipes de la Ligue. Ton équipe Montréal ne jouera pas contre toutes les équipes dans l'Ouest. Tu vas pas, s'il y a une star qui arrive, tout d'un coup, LA va peut-être venir une fois sur deux. Un peu comme la Ligue nationale le faisait, un match contre Détroit, ils reviennent dans 2 ans au Centre Bell. Donc, Connor McDavid ou compagnie, tu les vois pas régulièrement. Fait que moi, au niveau de voir les talents, voir les grands noms, voir les nouveaux marchés, les nouvelles équipes, ça, je trouve ça pas parce qu'ils vont devoir séparer. Vous avez vu le calendrier, tu peux plus jouer contre tout le monde. Mais ouais, mais moi, ça, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est pas un argument parce que le Messi que tu vas rater, tu vas aussi rater RSL ou une équipe un peu de bas de tableau. Tu feras pas Kansas Oui, je City sais, mais avant tout, c'est que moi, sportivement, c'est de dire qu'on a affronté tout le monde dans l'année. Avant, là, comme je te dis, en 2012, on a joué contre tout le monde dans l'année. On a joué contre LA Galaxy, Houston, tout ça. On les a tous affrontés au moins une fois. Fait que tu peux te comparer. Est-ce qu'on est aussi bon? Est-ce qu'on n'est pas aussi bon? Comment ils investissent? Est-ce que les équipes avec les stars sont vraiment si fortes que ça par rapport à... Mais est-ce que tu aimerais une Ligue américaine, une Ligue nationale, un peu comme au baseball? Tu joues contre tes 16 équipes, tu fais 2 fois 15, 30 matchs? Personnellement, non. Moi, je voudrais que... si tu fais une division, ça veut dire, tu sais, on va dire une division de l'Est, Toronto, New England, tu les affrontes 2 fois. Puis tu affrontes tout le monde une fois. Que d'affronter tout le monde dans l'Est 2 fois. Puis là, tu vas pas affronter la moitié, c'est même pas le 3/4 des équipes de l'Ouest ou 2 tiers, parce que tu pourras pas jouer 34 matchs. En plus, il y a la Leagues Cup qui rentre. Fait que, tu sais, l'année est condensée, puis autant qu'ils veulent la MLS, est-ce qu'on devrait commencer plus tôt? Est-ce qu'on devrait plus tard? Il y a toujours la fenêtre internationale, les tournois internationaux. Qu'est-ce qui va arriver quand la Coupe du Monde va arriver là, avec la Leagues Cup? Là? Il y a tellement de matchs. Quand la Coupe du Monde va jouer là, en juin, juillet, là, parce que c'était en novembre, hein, c'était bien pour la Ligue. Mais qu'est-ce qui va arriver? Fait que moi, je ne suis pas le diluer le talent, c'est juste je trouve que les marchés, tu n'arrives pas à les voir. Et en tant que partisan et même joueur, moi, j'aimerais jouer contre tout le monde. Ça, c'est mon avis. Et diluer, non, il y a du talent partout. Fait qu'on va juste voir d'autres talents, plus de talents arriver dans le marché. Vincent, s'il y avait, dans le contexte Apple TV, OK, il faut que tu en vendes, puis il faut que tu donnes je veux dire, j'ai juste incentive. Tu donnes des arguments aux gens pour t'abonner puis pour regarder ton produit. S'il y avait 20 équipes présentement en MLS plutôt que 29, est-ce que le produit serait plus attractif? Non, non, parce que c'est ça la logique de la MLS. La logique de la MLS en ce moment, c'est que eux, c'est comme des conquistadors à l'époque. Ils vont conquérir des territoires parce que ces territoires viennent pas naturellement. Et que la réponse à ta question est non, parce que factuellement, les gens ne se mettent pas à la MLS autant que ce qu'ils auraient voulu. Donc, tu vas à San Diego pour essayer d'attraper ce marché-là. Tu vas à Détroit pour attraper ce marché-là. Phoenix pour ce marché-là. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Alors oui, il y a une logique économique, mais il y a une logique aussi d'occuper le territoire et d'aller chercher des marchés. Donc, c'est la logique aussi de l'expansion. Donc, en tout cas, je comprends ta question, mais la logique de la MLS, elle est à l'inverse. Moi, par contre, là, je suis d'accord avec Patrice sur un truc et pas d'accord avec l'autre parce que je suis d'accord pour dire que ça dilue le talent. Premièrement, parce que, et c'est étonnant, ça m'a un peu étonné, mais quand j'ai écrit le livre, j'ai parlé évidemment à beaucoup de monde, c'est un sentiment qui est assez généralisé. Que déjà, la MLS aujourd'hui, le talent est plus dilué qu'il y a quelques années. Intéressant. C'est un point de vue. Mais si on étudie juste la logique, la statistique de la chose, t'ajoutes des équipes. Dans une équipe, tu as 3 joueurs désignés, tu as quelques joueurs TAM, mais la majorité de l'effectif sont des joueurs moyens, entre guillemets.
En proportion dans ton effectif, t'as 50% de joueurs moyens, voire plus. T'as des jeunes et puis t'as quelques top talents. Fait que si plus tu mets des équipes, plus c'est proportionnellement le ventre mou de la MLS qui est gonflé, plus que les talents. T'as quelques joueurs de talent en plus, mais c'est le ventre mou qui est gonflé. Donc oui, le talent est un peu plus dilué, mais surtout notre façon d'apprécier le talent. Parce que c'est là où je rejoins Pat, c'est que le fait que les équipes ne jouent pas toutes les unes contre les autres, je trouve que c'est un problème pour le produit. Le produit est dilué. Parce que, en l'occurrence, moi, je trouve que remporter le championnat de la saison régulière, ça a plus ou moins de valeur maintenant. Tu joues pas contre tout le monde. Déjà, ça, c'est un problème. Et il y a des équipes qui vont avoir un calendrier beaucoup plus facile que d'autres en fonction de qui est hot ou qui est pas hot cette année. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas comme ça que ça se joue un championnat normalement. Quel que soit le pays, c'est pas comme ça que ça se joue. Puis ça, pour moi, ça a pas la même valeur. Est-ce que tu serais d'accord pour un trophée dans l'Est et un trophée dans l'Ouest si tu divisais la Ligue en deux? Mais moi, je veux que tout le monde. Je comprends l'idée. Mais je n'ai pas la solution. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord pour dire que tout le monde devrait jouer contre tout le monde. Là, LAFC est génial, mais j'ai l'impression qu'à Montréal, LAFC, c'est quelque chose qui n'existe pas. LAFC, on dirait que c'est une autre ligue. On joue pas contre LAFC cette année. Ils se battent dans l'Ouest, ils se battent en Ligue des Champions. Ils sont très forts, mais on dirait que c'est même pas une équipe contre qui est de la même ligue. Fait qu'on a du mal à s'approprier, je pense, ne serait-ce qu'une partie de l'histoire qui vit dans la MLS, parce que tout le monde ne joue pas contre tout le monde et tout le monde ne compétitionne pas contre tout le monde. Tu vas te retrouver pendant 2 ans à pas jouer contre certaines équipes, dont la meilleure de la ligue. Fait que là, il y a un problème de produits dilués et le talent est en partie dilué également. Fait que ça, c'est malheureux, mais je sais pas c'est quoi la solution, mais il faut en trouver parce que moi, la solution actuelle, je la trouve pas bonne. Pat, une des solutions, entre autres, là, on parle de diluer le talent, puis j'ai l'image de Vincent qui parle du ventre mou, OK? Si c'était un homme, ce serait un homme dans la fin quarantaine, probablement. C'est le système, c'est la structure salariale qu'il faut changer. Non? Exact. C'est l'absurdité insignée à Toronto. 14 millions à un gars, alors que n'importe quelle autre équipe, si on donnait 1 million à 14 gars, ça ferait une sacrée équipe quand même. Oui, non. Mais là, il faut comprendre, c'est que tu sais, le système TAM puis GAM, là, il va varier. Jusqu'à 2027, il va y avoir plus d'argent d'un certain moment donné, et puis il y aura plus, la masse salariale va augmenter. Mais il est clair, si tu veux une ligue compétitive, il y en a qui vont dire, ouais, mais j'aimerais pas ça qu'il y ait un Real Madrid ou un Barcelone dans mon championnat. Mais c'est ça la réalité du marché libre. C'est que on donne une somme. Moi, je suis pas d'accord que dire, OK, tout le monde dépense comme vous voulez. Mais il pourrait avoir un peu plus d'argent parce que tout le monde dépense entre 15 et 20 millions maintenant. Donc, pourquoi on fait semblant qu'une masse salariale de 4 ou 5 millions, et puis avec tous les mécanismes, enlève les mécanismes. Dis-leur que cet argent-là, il est donné. Vous avez tous après le même montant. Puis t'as un plancher puis t'as un plafond. Oui, exactement. Au pire, tu as une taxe de luxe comme au baseball ou au NBA que si tu dépenses un certain moment donné, tu dis, si vous dépensez un peu plus de ça, taxe, vous ne pouvez pas aller plus loin. Là, ça va être intéressant. Là, on va attirer des joueurs qui sont prime dans leur carrière ailleurs à venir jouer ici. Là, tu vas avoir de la qualité. Là, le produit, tu vas dire, OK, comment LFC fait, puis comment Real Salt Lake ou Montréal font, c'est peut-être différent. Comment ils vont faire leur approche on parlait de Moneyball, comment ils vont faire pour bâtir l'équipe. Et là, on va voir est-ce que la qualité maintenant du jeu dans l'ensemble s'améliore. Parce que là, on le voit, les entraîneurs étrangers arrivent. Il y a un peu plus d'argent qui a été mis à cause du mécanisme. On le voit. Tout le monde le dit. Là, tu vois, c'est pas garanti que tu mets de l'argent que tu vas gagner. Mais ceux qui mettent de l'argent, ils rectifient plus rapidement. Ils rectifient juste un peu plus rapidement que ceux qui sont dans le ventre mou, ou du moins un peu plus bas, qui n'arrivent pas à ajuster ou qui n'ont pas mis un système qui leur permet de rester compétitifs régulièrement. Puis je regarde le New York City FC qui pourrait dépenser comme ils veulent. Hein? Mais ils ont mis une structure intéressante. Ils dépensent de l'argent sur des jeunes joueurs, un réinvestissement, puis tout, mais avec bonne qualité. Mais ils se maintiennent compétitifs depuis, c'est quoi, 7-8 ans maintenant, qu'ils sont régulièrement considérés comme une des meilleures équipes dans la Ligue. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais ces roues-là, elles sont faites justement pour les poches de la Ligue, non? Pour s'assurer que personne n'est largué, non? Pour harnacher les meilleurs. Pour s'assurer que les meilleurs, ils vont, mais qui vont pas laisser tout le monde dans la poussière derrière. Non.
T'as juste à reprendre l'origine de la chose. La règle du joueur désigné, c'était pas pour aider les poches, c'était pour aider pour que David Beckham puisse venir au Galaxy parce que Galaxy pouvait dépenser. Je suis pas sûr que c'est ça la genèse de la chose. Que c'est Non, mais pour avoue aider que tu as deux forces dans cette ligue-là, de moins en moins, mais tu as les nouveaux propriétaires, ceux qui ont beaucoup d'argent, puis les anciens, ou du moins ceux qui veulent moins dépenser, puis l'idée pour garder Mais je tout le dirais, monde, tu sais, non? parce que Mais c'est comique attends, qu'on parce que dit je ceux vais qui faire ont un moins point. d'argent, mais c'est tous des milliardaires. Mais Après ça, c'est comment ils veulent bâtir leur entreprise. Mais C'est, c'est exactement mon point. C'est le point, c'est que je pense qu'on a une perception tous qui est logique de dire si tu libéralises. Puis moi, je pense que plus tu t'étends, plus tu vas dans l'expansion, plus il devrait démocratiser, libéraliser les règles de la MLS. Oui, il y a certaines puissances qui vont en profiter. Mais déjà, je pense que c'est une peur plus qu'autre chose de dire, OK, c'est bon, LAFC, Toronto vont s'accaparer la ligue, puis on n'y arrivera pas. Alors que tu as raison, New York City a montré que déjà, ils partaient dans une autre voie. Mais surtout, je pense que quand on pense à ça, on pense juste à une partie de l'affaire. Je pense que démocratiser et libéraliser ces règles-là, c'est aussi aider les plus anciennes structures à rester pertinentes. Parce que c'est dur de se réinventer quand tu es une équipe historique, que tu as ton même effectif et ci et ça, puis que là, t'as des clubs qui sortent littéralement de terre avec des infrastructures incroyables, avec un buzz incroyable, avec une liste d'attente de 50 000 personnes et ci et ça. C'est dur de compétitionner comme ça. Fait qu'il faut savoir les aider et en les laissant, je pense, investir davantage, puis comme ils le veulent. Ça veut pas dire que tout le monde va se placher le cash, mais au moins de leur donner plus d'outils pour savoir se réinventer à leur manière et compétitionner face à ces nouvelles structures. C'est la voie à suivre. puis, juste donner un exemple, le LA Galaxy. Parce qu'ils ont toujours eu les stars. Là, ils l'ont plus. Et là, c'est un club qui se cherche. Parce qu'ils n'ont pas eu à améliorer la structure du club. Ils ont juste dit, bon, on va chercher David Beckham, Robbie King, Steven Gerrard, on gagne. Là, maintenant, ils ne gagnent plus. Puis, les vedettes ne vont pas là. Et là, eux autres, à l'interne, ils doivent se réinventer. Et avoir été proche à Greg Vanney, puis surtout Toronto, Jason ils Bett, qui dépensent là-bas, il les m'a deux. expliqué que le club opère n'avait pas vraiment de structure. C'était juste, bon, on arrivait à aller chercher les vedettes, puis on les mettait sur le terrain, puis on gagnait. Mais on n'a jamais vraiment travaillé sur l'académie, une structure interne de recrutement, de politique, profilage de joueurs. Et donc là, même s'il y a de l'argent, il y a des clubs qui doivent se réinvestir. Tu sais, il n'y avait pas juste hier là, une stats qui est sortie à l'analytics des clubs qui recrutent ou qui misent sur le recrutement. Puis dedans, tu vois, ceux qui ont misé sur le recrutement, ou du moins le département de recrutement, ça ne veut pas dire qu'ils gagnent. C'est pas juste parce que tu as mis plein d'argent là que tu vas gagner. Donc, c'est juste, moi, je pense, c'est tous des milliardaires. Et c'est comment ils vont attaquer leur entreprise. Certains, ça va être Moneyball. D'autres, ça va dire, moi, je veux chercher les vedettes parce que Non, je non. pense que c'est ça qui va attirer les gens à venir dans le stade et qu'on va gagner. Ouais. Moi, c'est ça ce que je trouve, c'est que tu peux donner Ouais. 100 millions à tout le monde puis personne va opérer de la même façon. Ça revient à ce que tu dis. C'est pas parce que, premièrement, que tu es milliardaire que tu es un génie aussi. Des fois, tu es milliardaire de façon circonstancielle. Puis souvent, l'argent fait l'argent. Ça, c'est peut-être mon côté gauchiste qui parle. L'autre chose, c'est ça. Les milliardaires, comme les joueurs, il y a d'exécution qui compte, qui est en ligne de compte. T'as pas beau avoir une identité, t'as pas avoir dit, hey, je vais splasher du cash. Encore faut-il Toronto, Montréal l'exécuter l'an aussi. dernier. Puis du leadership. Qu'est-ce que c'est? Toronto, Montréal l'an dernier. Ouais. Toronto, Ouais. c'est l'équipe qui dépense le plus et pourtant, ils n'ont pas les résultats. Montréal a prouvé que tu pouvais gagner avec une autre façon de faire. Citer Don Garber, OK? Parce que là, Las Vegas était numéro 30, mais vient de passer techniquement, ce qu'on comprend, deuxième ou peut-être même a reculé aussi. Il y a déjà la NFL sur place, il y a déjà la NHL, la Ligue nationale de hockey, la Ligue nationale en fait, la MLB, le baseball s'en vient. La NBA aussi, on parle peut-être aussi d'expansion. Est-ce que tu t'inquiètes en tant que MLS? Est-ce que c'est un problème? Parce que c'est un marché qui est prisé en ce moment. C'est un des marchés hot. C'est un marché en expansion aux États-Unis. La démographie aussi est là pour les équipes de sport. Est-ce que ça t'inquiète? En fait, la question, ma prémisse comporte aussi ma théorie. C'est parce que ce qu'il faut dire aux gens, je pense que ça a été prouvé plusieurs fois, un marché, c'est pas nécessairement tu rajoutes une équipe puis il y a plus d'amateurs de sport. C'est une tarte que tu divises ultimement. Puis Ouais. si tu divises, il y a un maximum que tu peux ajouter à cette tarte-là. La tarte grossit pas nécessairement. Est-ce que si t'es Don Garber, t'es un peu inquiet dans les circonstances? Non, parce que tu pourrais dire, regarde Atlanta.
il y a le football américain qui est le numéro 1, le baseball, le basketball. Puis pourtant, le soccer est arrivé et est devenu le sport de référence, ou du moins le billet que les gens veulent s'approprier pour aller. Je pense que les groupes d'investisseurs qui arrivent, c'est comment ils vendent ce qu'ils veulent faire. Puis regardons Saint-Louis, c'est comment ils arrivent à accrocher dans leur marché. Et ça, ben, certaines équipes maintenant qui sont rentrées le démontrent qu'elles sont capables d'arriver. Et à Saint-Louis, ils regrettent même d'avoir fait un stade pas plus grand. Parce que la liste d'attente est comme 50 ou 60 000 noms. C'est un stade de 20 000 à peu près à Saint-Louis, puis il y avait une ils liste ont fait un d'attente de stade 50 000 pour les billets de saison. Parce que là, puis là, tout d'un coup, il y a une liste d'attente de 50 000 noms. Donc, ils se sont dit, si on avait fait 27 ou 28 000, hein, mais bon, ça, c'est une autre chose. Tu peux pas prévoir. Mais je dirais que les groupes d'investisseurs, quand ils arrivent, l'intéressant, c'est de savoir le marché et de comment conquérir les gens à aller au marché. Puis Vegas, la différence, c'est que tu as beaucoup de gens étrangers qui arrivent pour une offre d'achat, qui viennent pour spécifiquement une chose à Vegas. Et après ça, ben, c'est le spectacle de la soirée, de la journée. Et l'été, à Vegas, ben, il n'y a pas de baseball. Je veux dire, il n'y a pas de football américain. Il n'y aura pas de basketball. Il n'y aura pas de hockey. Donc, la période où l'équipe de foot vivrait à Vegas, ben, elle est vraiment en compétition à partir de octobre-novembre, puis en mars. Tu penses que c'est davantage compétitif? C'est intéressant, je n'avais pas pensé à ça. Je dirais, quand je regarde ce marché-là, tu te dis, ben, le soccer, on se dit, pourquoi on ne joue pas comme le reste du championnat européen? Ben, pour Vegas, quelles seraient les offres sportives quand les autres équipes sportives sont en congé? Parce que c'est ça la beauté, c'est que le NFL est en congé pour 4-5 mois. La NHL, même chose. Il y a juste le baseball qui rentre en même période de temps. Donc, si tu es à Vegas, sur 8 mois dans l'année, le football va juste prendre une portion de ton marché qui est en octobre-novembre. Et puis après ça, il y a tellement d'argent dans ce coin-là aussi, là, avec les touristes qui viennent et qui s'accentuent. Ce serait curieux de voir les Golden Knights, combien de personnes sont de Vegas, puis combien sont des touristes qui viennent juste voir le match une fois. Ce serait intéressant le pourcentage de la clientèle qui vient à chaque match. Vincent, juste, est-ce qu'il y a une vertu à arriver premier dans le marché, à arriver vite, versus, parce que tu pourras toujours contrer cet argument-là, ou du moins cette prémisse-là, en disant, si tu le fais bien, les gens vont venir. La preuve, Saint-Louis, comme nous a dit Patrice. Mais en même temps, est-ce qu'il y a un avantage compétitif à arriver premier dans le marché, d'après toi? Je pense que ça dépend de qui et de quoi on parle. Parce que un fan de sport n'est pas forcément un fan de tous les sports. Je pense que ça a été prouvé avec le temps au niveau de la démographie des amateurs de sport en Amérique du Nord qu'il y a plus un rapprochement entre fans de soccer et de NBA que entre fans de soccer et de baseball ou de football. Et déjà, ça, faut le prendre en compte, je pense. Donc, si tu compétitionnes contre la NFL ou quelque chose, peu importe, je te dirais. Mais je pense que le timing, il n'est pas là. Et c'est là où, c'est pour ça que pour la MLS, je suis tranquille. C'est ça que je disais un petit peu plus tôt. C'est que la vraie fenêtre d'opportunité, c'est l'horizon de la Coupe du Monde. Parce que d'ici à la Coupe du Monde, l'intérêt pour le soccer ne va faire que grandir. Et l'argent qui va être injecté autour de cette Coupe du Monde va faire qu'attiser l'intérêt ou toute la couverture autour du soccer. Je pense que la fenêtre pour aller à Vegas, voire dans d'autres marchés, elle s'étend quand même dans le temps sans qu'on soit trop inquiet, je pense, si on est là. Et juste rajouter, il y a des marchés est-ce qu'ils vont vouloir rester où ils sont? San Antonio, en USL, ou Louisville, qui ont dit il y a 2-3 ans, peut-être qu'on va vouloir venir en MLS. Tu as des marchés qui sont même pas encore frisés, là, si on dit, et qui sont potentiellement intéressants à s'étendre dans des villes qui sont construites, certaines des plus grandes villes aussi aux États-Unis au niveau de population aussi. Moi, je le dis depuis longtemps, après la phase d'expansion, on arrive à terme à 30 ou peut-être 32, après ça, on va fermer la boutique pour l'instant. On va passer dans une phase de déménagement ou de relocalisation. Ceux qui seront derniers, c'est les canards boiteux derrière. Il va y avoir quoi? Soit un bras de fer avec la ville, ou avec les autorités locales pour extirper un peu plus d'argent, ou sinon, et c'est ça le grand pouvoir des équipes nord-américaines comparé au reste du monde, c'est-à-dire que tu peux la déménager de la concession. Arsenal, tu peux pas le déménager. Manchester United, tu peux pas le déménager aussi. Ici, tu peux justement menacer les dirigeants, tu peux menacer les autorités, tu peux menacer les communautés de déménager ta concession. Ça fait monter la valeur, ça fait monter aussi le rapport des gains en capitaux qu'on peut faire au sein de Est-ce qu'ils veulent arrêter? C'est pas, hein?
Il y a 7-8 villes qui sont en demande pour. Ouais, mais ça change tout le temps, ça. Ça, ouais, c'est ça. Ça, c'est de 40, l'écran de fumée un peu envoyé par Don Garber aussi. C'est un peu de la Non, mais boucane. c'est parce que Vous avez dit 32? le but, c'était d'arrêter avant à même 26-27. Exactement. Tellement qu'il y a de demandes. T'as même pas remonté si loin, là. Il y a 2 ans, il disait 32. Là, c'est revenu 30. Là, on va s'arrêter à 30. Pourtant, le 32, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Puis 40 a déjà été dit aussi. Enfin bref, on verra. Là. Ah, puis il y a des villes qui reviennent puis qui repartent aussi. Sacramento est là, et puis là. Écoute, Détroit est là, et puis là, et puis là. Le truc qui va être intéressant aussi, c'est que en MLS Next Pro, ils prévoient monter à 40, 50, 60 clubs. Ça, c'est ce qu'ils ont, ils ont prévu. Là. Puis là, donc, bon, on parle de ça, puis là, il y a d'autres villes qui vont dire, parce qu'on n'a pas parlé de Phoenix, comme tu l'as dit, Sacramento. Peut-être pas aussi. Oui, Tampa était là à un moment donné, mais en même temps, ça aussi, c'est de la boucane soufflée d'en face des Oui, ça, c'est, je pense, c'est correct, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, mais c'est de la boucane. Parce que tu regardes les concessions, puis tu regardes ce qu'ils ont à offrir ultimement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se rend aux critères, qui se rend jusqu'aux critères, puis qui développent aussi leur marché puis leur démarche pour s'y rendre, pour être justement une équipe d'expansion en MLS. OK, on va finir là-dessus. Ah, puis je voudrais juste finir parce qu'il me reste et Pat, on va te donner ça comme c'est une idée. Il me reste un truc qui me restait dans ma liste, voilà. Une idée qu'on a eue, Vincent et moi. Ah oui, mis à part... je suis transporté par Vincent. Mais comme maintenant que tu passes au mur de la renommée puis que tu as la science infuse, probablement, grâce à ça, on voulait te proposer ça. Parce que le 24 juin, Vincent et moi, on fait le match du CF Montréal, mais on est où? On n'est pas au Québec, le jour de la Saint-Jean, on est à Charlotte. OK? Oh! C'est correct. Oui, c'est correct. Alors, pendant que tout le monde va s'envoyer de la Laurentide dans le gosier, Vincent et moi, on va se taper une Bud Light un peu flat à Charlotte en fin de match aussi. On trouvera quelque chose, t'inquiète pas. Tu prendras un Crown Royal parce que tu seras sur la ville reine. mais ça fait pas très Saint-Jean non plus, en quelque sorte. Bon, Ce que je voudrais proposer, c'est qu'à chaque année, le 24 juin, ou du moins dans le bout du 24 juin, Toronto vient à Montréal et 7 jours plus tard, le 1er juillet, Montréal va à Toronto. À chaque année de ça. Ah, toi, tu veux spécifier des dates, là. Là, c'est historique. Chaque année. La rivalité. Le 24 juin, tu joues contre Toronto au Québec, puis le 1er juillet, tu joues contre Toronto, mais à Toronto. C'est intéressant, pourquoi pas. Là, cette année, je pense que le 13 mai, si on a choisi contre qui on joue, ben, il y a une relation parce que c'est quand est-ce la date d'ouverture du club, l'inauguration, c'est le 14 mai. Donc, affronter Toronto le 13 mai, ça fait beaucoup de sens. Donc, mais pour le futur, ouais, pourquoi pas. 24 juin, Québec, Fleur-de-Lys, et 1er juillet. Non, parce que souvent, le 24, c'est sa route, ça a été LA Galaxy des années précédentes. Ouais. Puis tu as l'impression que la Saint-Jean n'est pas conçue, on l'a pas Est-ce qu'on s'est toujours dit que les gens ils partent, parce que c'est une longue fin de semaine normalement, là, souvent là, que ça arrive, là, c'est pas que ça arrive tous les lundis, et que les gens prennent des vacances, parce que tu sais, c'est la grande semaine de juillet, 1er juillet 24, fait qu'il y en a qui prennent une semaine off, là, fait que tu te dis, bon, OK, le monde ne sont pas à Montréal, mais... Je sais qu'à côté, le parc Maisonneuve, la sécurité, ça doit être un enjeu aussi. C'est pas simple, mais en même temps, ça serait-tu le fun aussi d'avoir 100 000 personnes au parc Maisonneuve, 20 000 au Stade Saputo, les gens sortent, retournent au parc Maisonneuve chanter Heureux de printemps. C'est une bonne idée, franchement, de rentrer l'historique dans la rivalité. Il y a la page qui chante Toronto is full of shit au parc Maisonneuve. Avec un bonfire et tout, mais là, on passe à autre chose, parce que après ça. Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Pourquoi pas? C'est incroyable. Comme les enfants diraient. Le mur de la renommée des génies. C'est ça que j'investis bientôt. Ils le pensent vraiment, les gens, c'est ça le pire. Ouais. Bon, voulez-vous dire quelque chose pour la postérité? Parce qu'on va finir là-dessus notre premier 11 Montréal de cette saison 2023, la version, je vais dire 3D. Pourquoi le 11 Montréal? C'est pas juste diffuser les 11 de chaque mois. Mais là, parce que c'est comme dans le titre. Puis tu sais, il faut que ça colle, sinon les gens, ils comprennent pas. 24 juin, Québec, le 1er juillet, Toronto. Il faut que ça, sinon ça marche pas. Chaque génie a des angles morts, Vincent. Chaque génie a des angles 11 morts. novembre, un épisode par année, 11 novembre. 11. Le jour du souvenir. Moyen de s'en rappeler. OK, hey, bravo, Pat, on t'embrasse. Merci, on va être là. On va applaudir même quand tu seras sur le terrain aussi ce week-end. Soyez-y en grand nombre, d'ailleurs.
Voilà. Ouais, merci. À samedi, tout le monde. Et voilà, on est de retour. Yes, de retour. OK. Hey, salut Vincent, salut Patrice, salut moi et salut Kevin Laramé aussi qui est pilote de notre balado. Merci Good job, Kev. pour tout ça. Kevin, qui a une trajectoire Les scripteurs ascendante. Ascendante. Écoute, il enfante, il produit, il statistise et puis il va aussi décrire un match ce week-end. Il ne sera pas là. Un autre. Non. Eh Alors, ben, voilà. c'est ça le football moderne, ou du moins la vie, société moderne. Faut multitask. On l'embrasse, puis il est tellement dans Il a sa deux doigts de passer délicieux. joueur désigné, là. Là, il est tard. Deux doigts. OK, salut, merci de nous avoir écoutés. Bon week-end, MLS, puis d'ici là, portez-vous bien. Attention à vous.